Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Tout d'abord, les titres de cette édition. 25 soldats maliens ont été tués, 60 autres sont toujours portés disparus. C'est le bilan annoncé par le gouvernement à la suite des combats avec des djihadistes lundi et mardi. Au Cameroun, le grand dialogue tel qu'organisé passe mal pour certains leaders des partis politiques qui ont décidé de claquer la porte. Dans ce journal, nous parlerons également de cette enquête menée par le service coréen de VOA qui révèle que la Corée du Nord a discrètement rouvert une société de construction au Sénégal en violation des sanctions des Nations Unies. Bonsoir. Le grand dialogue national destiné à résoudre la crise anglophone qui ensanglante l'ouest du pays se poursuit ce mercredi à Yaoundé. Il a été convoqué en début de semaine par le chef de l'État camerounais Paul Biya. Des personnalités politiques en ont profité pour aborder par communiqué ou sur les réseaux sociaux des questions sur la forme de l'État, sujet exclu par le pouvoir. Elle fustige également ces personnalités la méthodologie du Premier ministre John Guité qui conduit les travaux. L'opposant Akere Mouna, anglophone et avocat de renom, a décidé de claquer la porte des pourparlers dès lundi dernier. D'autres lui ont emboîté le pas. Il s'agit notamment de Célestin Bédigui du Parti de l'Alliance libérale ou encore Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressives. Voici les réactions recueillies par Emmanuel Giltap à Yaoundé. Je me suis rendu compte qu'il voulait plutôt des spectateurs. Et je suis resté dans la plénière. Il y avait une liste déjà toute faite de ceux qui allaient intervenir. Il n'y avait même pas de séance de questions-réponses. Et puis on a sorti une commission qui était déjà pré-organisée. Et les présidents, les rapporteurs, tout était fait. C'était même, je reconnaissais même les gens qui étaient à l'origine des problèmes qui étaient posés. Et il y avait aussi une forte odeur partisane. Nous nous sommes sentis un peu à l'étroit et nous n'avons pas jugé nécessaire de continuer à faire œuvre de figuration. J'ai lancé une alerte et je me prépare à repartir aux travaux, à exiger du Premier ministre que non seulement je voudrais prendre la parole et dire ce que je pense de cette situation et des solutions que j'envisage, mais également l'inviter à ouvrir le dialogue à tous les participants du dialogue, à ouvrir la parole, donner la parole à tous les autres participants. Au moins 25 soldats maliens ont été tués, environ 60 autres sont portés disparus après l'attaque de 2 postes militaires par des djihadistes dans le centre du Mali, une région fragile en proie à des attaques terroristes incessantes. Plus de détails avec Blanche Sano. Les 2 camps militaires ont été attaqués lundi à Boulkessi au Mondoro, des villes proches de la frontière avec le Burkina Faso, et d'intenses combats se sont poursuivis mardi avec des troupes maliennes soutenues par un appui aérien selon des sources présentes sur les lieux. Dans un communiqué le même jour, le gouvernement a annoncé que l'armée malienne a repris le contrôle des positions attaquées, mais une grande partie de l'équipement a été perdue. Il a ajouté que 15 combattants djihadistes ont été tués dans les assauts. Des assaillants qui seraient des membres présumés de Ansarul Islam, selon les déclarations du G5 Sahel. En riposte, l'armée a lancé une opération de ratissage avec les forces du Burkina Faso voisin, soutenues par les troupes françaises stationnées dans la région. Pour les experts en sécurité, ce bilan fait partie des plus lourds subis par les forces maliennes cette année. Pour rappel, le Mali est en conflit depuis 2012 lorsque les islamistes ont détourné un soulèvement ethnique provoqué par les Touaregs dans le nord. En République démocratique du Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice s'interroge sur le patrimoine de Joseph Kabila et appelle les autorités judiciaires du pays à enquêter sur les biens et avoirs de l'ancien président congolais et des anciens ministres.
Georges Kapiamba, le président de cette organisation, dit avoir transmis la même demande au procureur de la Cour de cassation pour qu'il en fasse autant pour d'autres anciens ministres. Ajoutons à propos de la RDC qu'au moins 14 personnes sont mortes ce mercredi dans l'éboulement d'une mine artisanale d'or dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé Steve Mbikaï, le ministre congolais de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. En Tunisie, l'instance chargée d'organiser les élections a confirmé que le second tour de la présidentielle va se tenir le 13 octobre après des appels à repousser le scrutin lancé par le parti du candidat Nabil Karoui, toujours emprisonné. Yacouba Ouedraogo. Les Tunisiens retourneront aux urnes le 13 octobre pour départager l'universitaire indépendant Kaïs Saïed et l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Le dimanche 13 sera le jour du second tour de l'élection présidentielle pour les Tunisiens vivant dans le pays et les 11, 12 et 13 pour les Tunisiens vivant à l'étranger. La campagne électorale démarre ce jeudi. Le porte-parole de M. Karoui avait suggéré que le second tour soit suspendu tant que le candidat resterait en prison. La Cour d'appel a rejeté une nouvelle demande de libération. Arrêté le 23 août dernier, soit 10 jours avant le début de la campagne pour le premier tour, Nabil Karoui a accusé le Premier ministre Youssef Chahed, alors son rival à la présidentielle, d'instrumentaliser la justice, ce que nie ce dernier. Bien avant le second tour, les Tunisiens vont élire leurs représentants au Parlement le 6 octobre. Ce seront les deuxièmes législatives depuis l'adoption de la nouvelle Constitution en 2014. L'une des missions fondamentales de ce Parlement post-révolution était de mettre en place les instances constitutionnelles, mais rien jusqu'ici. Nous n'avons toujours pas de cour constitutionnelle à plus de 3 ans des délais prévus par la Constitution. Tout ça est dû à un manque de volonté politique, à l'absentéisme des députés, à des procédures qui prennent énormément de temps et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un paysage institutionnel assez inquiétant. Plus de 15 000 candidats se disputent les 217 sièges du Parlement. Les résultats provisoires des législatives sont attendus le 9 octobre. La Corée du Nord a discrètement rouvert une société de construction au Sénégal dans ce qui semblait être une violation des sanctions des Nations Unies dirigées vers le programme nucléaire de Pyongyang. Le service coréen de VOA a confirmé qu'au moins 31 personnes, 31 Nord-Coréens, autant pour moi, y travaillent en se basant sur des interviews et des documents officiels revus par Han Jing-ha du service coréen de la VOA. Arzuma Compaoré s'est entretenu avec lui. Nous avons trouvé plusieurs preuves que les Nord-Coréens sont toujours au Sénégal. Nous avons d'abord trouvé leur logement. Nous avons vu environ 10 Nord-Coréens y vivre et faire la navette de ce lieu d'hébergement vers d'autres lieux. Nous avons également trouvé plusieurs travailleurs sur un chantier de construction. J'ai pu parler à 2 travailleurs nord-coréens qui se trouvaient là-bas et ils m'ont dit qu'ils venaient de Pyongyang. Nous avons donc découvert qu'ils avaient été embauchés par une société appelée Corman Construction, qui en fait s'appelait auparavant Mansude Overseas Project. Mansude est une entité désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le département du Trésor américain, ce qui signifie que tous les États membres de l'ONU ne peuvent accueillir chez eux Mansude ou une entreprise similaire. Mais le fait est que la société de construction Corman est maintenant une entreprise formellement enregistrée au Sénégal et nous détenons le registre délivré par le gouvernement sénégalais. Lorsque vous avez rencontré les travailleurs sur place, vous ont-ils semblé au courant de la situation, du fait qu'ils n'étaient pas censés être là en raison des nouvelles règles, des nouvelles sanctions? Nous avons appris que ces travailleurs n'étaient pas autorisés à parler à quiconque hors de leur lieu d'hébergement ou de leur chantier de construction.
Ils n'étaient donc pas vraiment conscients du problème général, des violations, des sanctions et tout. Il est non seulement question d'armes de destruction massive, mais aussi de violations des droits de l'homme, car leurs conditions de travail étaient très mauvaises. Précisons que VOA a joint le gouvernement sénégalais qui n'a pas souhaité réagir sur cette situation. Par ailleurs, la Corée du Nord a tiré ce mercredi ce qui pourrait être un missile mer-sol balistique au lendemain de l'annonce par Pyongyang de la tenue samedi des discussions de travail sur le nucléaire avec Washington. Ces discussions annoncées par Pyongyang interviennent 8 mois après l'échec du sommet de Hanoï. Washington et Pyongyang ont accepté d'avoir des contacts préliminaires le 4 octobre et des discussions de travail le lendemain. C'est ce qu'annonçait mardi la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choi Song-yu. Le lieu de ces discussions n'a pas été précisé. Les forces de l'ordre irakiennes ont à nouveau tiré en l'air et à balles réelles ce mercredi pour disperser des centaines de manifestants à Bagdad, alors que le président les avait exhortés à la retenue après la mort de 2 protestataires la veille. Les revendications des manifestants vont de la lutte contre la corruption à celle contre le chômage, en passant par la récente mise à l'écart d'un général populaire face à son premier test populaire depuis sa mise en place. Il y a quasiment un an, le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi a accusé des agresseurs et des saboteurs d'avoir délibérément fait des victimes. Et puis des milliers de Hongkongais donc se sont rassemblés aujourd'hui pour exprimer leur colère au lendemain d'affrontements d'une violence sans précédent au cours desquels un manifestant pro-démocratie a été blessé par le tir à balles réelles d'un policier. Des slogans contre le gouvernement et la police ont été scandés. Plusieurs autres manifestations ont eu lieu dans la soirée. La police a eu recours ponctuellement à des tirs de gaz lacrymogènes. Et puis, la chancelière allemande Angela Merkel affirme que les partenaires européens doivent rester unis face au nouveau compromis proposé par Londres pour éviter un Brexit sans accord. Ce mercredi, le gouvernement britannique a publié sa proposition concernant donc la frontière irlandaise pour éviter une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre, permettant selon Londres d'éviter des contrôles douaniers physiques à la frontière. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti aujourd'hui devant ses militants au dernier jour du congrès annuel du Parti conservateur à Manchester qu'en cas de rejet de son plan, le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive, a-t-il souligné. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sont plus solides que jamais, déclaration de Donald Trump. Le président américain qui fait toujours face à une procédure éventuelle de destitution. Éduquer les aspirants producteurs de caoutchouc aux nouvelles techniques de cette pratique agricole, c'est une expérience qui vient d'être lancée en Côte d'Ivoire. 60 000 personnes sont concernées. En sport, Ferguson Rotich remporte le bronze sur 800 mètres aux mondiaux d'athlétisme au Qatar. Ici aux États-Unis, donc, le sénateur Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, a suspendu sa campagne jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'annonce son équipe ce mercredi. Le sénateur, âgé de 78 ans, a subi une intervention pour une artère bouchée suite à un malaise thoracique. Bernie Sanders, candidat malheureux à l'investiture face à Hillary Clinton en 2016, est le doyen des candidats démocrates qui espèrent chasser Donald Trump de la Maison-Blanche en novembre 2020. À propos de Donald Trump, justement, nouvelle retombée dans l'enquête sur les violations présumées du président américain qui pourrait conduire à une procédure de destitution. Les leaders démocrates à la Chambre des représentants ont averti Mike Pompeo que toute entrave à l'enquête serait considérée comme un acte d'obstruction entraînant éventuellement des conséquences légales. On a d'ailleurs appris plus tôt dans la journée que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a participé à l'appel téléphonique avec le président ukrainien. Donald Trump a donné une conférence de presse fustigeant de nouveau l'enquête de destitution. Irénée Herman-Humbo revient sur cette journée mouvementée. J'étais sur l'appel, a confirmé le secrétaire d'État qui a fait l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès pour leur livrer des documents nécessaires à leur enquête. M. Pompeo s'exprimait dans une conférence de presse à Rome. J'ai participé aussi à l'appel téléphonique. Je suis secrétaire d'État depuis 1 an et demi et donc je sais exactement quelle est la politique américaine en ce qui concerne l'Ukraine. Cela a été remarquablement cohérent. De son côté, le président russe Vladimir Poutine est venu à la rescousse de son homologue américain. Il n'y avait rien de compromettant dans la conversation entre Trump et Zelensky, a déclaré M. Poutine. Après les déclarations de Pompeo, la réaction des démocrates au Congrès ne s'est pas fait attendre. Au regard de la Constitution des États-Unis, c'est indigne de faire ce qu'il a fait. Et il me l'a avoué. Il a dit « c'est parfait ». Mais non, ce n'est pas parfait, c'est faux. Ensuite, protéger les dénonciateurs est pour nous un devoir très important. Les démocrates feraient mieux de penser à la reconstruction de notre pays plutôt que de faire perdre du temps et l'énergie des uns et des autres sur ce qui n'a pas de sens, a tweeté le président. Ce mercredi, l'inspecteur général du département d'État a rencontré des membres du Congrès dans une réunion privée avant l'audition de 5 diplomates dans le cadre de l'enquête des démocrates sur une éventuelle procédure de destitution du président. 1 an après l'assassinat de Jamal Khashoggi, éditorialiste du Washington Post et résident aux États-Unis, le président Donald Trump reste un allié fiable du Royaume d'Arabie Saoudite et du prince héritier Mohammed bin Salman, affirmant que les relations privilégiées entre les deux pays sont plus solides que jamais. Mais beaucoup de membres du Congrès continuent de réclamer des changements dans la politique américaine à l'égard de l'Arabie saoudite tant que les responsables du meurtre n'auront pas répondu de leurs actes. Reportage de Cynthia Sen, correspondante diplomatique de VOA. Le récit est de Gabi Dorsey. Jamal Khashoggi a été tué et démembré après son entrée au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul par une équipe saoudienne soupçonnée d'agir sur ordre du prince héritier Mohammed bin Salman. 1 an plus tard,
Son assassinat est marqué dans le monde entier par de sombres événements, comme celui de la semaine dernière à Washington, auquel ont participé 11 membres du Congrès. Depuis la mort du journaliste, le Congrès américain s'est heurté à plusieurs reprises au président Donald Trump, votant pour limiter les ventes d'armes américaines à Riyad et pour mettre fin aux opérations militaires américaines dans la guerre menée par le gouvernement saoudien au Yémen. En fin de compte, nous ne devions pas leur vendre des armes ni leur fournir une assistance militaire. Cela devrait en être la conséquence. Et vous voyez une majorité bipartite à la Chambre et au Sénat qui envoie des textes de loi au président pour limiter les ventes d'armes. Le président y a mis son veto. Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo n'ont pas faibli dans leur soutien à la famille royale saoudienne, ce que le président justifie en évoquant des préoccupations économiques. C'est une équation très simple pour moi. Il s'agit de rendre à l'Amérique sa grandeur et l'Amérique d'abord. Je pense que le secrétaire d'État Pompeo et le président Trump ont fait leurs calculs en ce qui concerne l'Arabie saoudite. Ce pays est très activement engagé dans un conflit au Yémen, à peu près sur un chèque en blanc des États-Unis. Alors que l'Arabie saoudite tente de s'ouvrir au tourisme et aux investissements internationaux, certains analystes suggèrent que le meurtre de Khashoggi pourrait ternir l'image du royaume pendant de nombreuses années. Pour les dernières nouvelles du monde sportif, nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on commence par l'athlétisme. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, les mondiaux d'athlétisme avec Ferguson Cheruiyot-Rotich qui a pris le bronze sur le 800 mètres, le plus beau sacre de sa carrière. Le Kenyan a créé la sensation en terminant troisième avec un chrono d'1 minute 43 secondes 82. Auparavant, il avait toujours fini au pied du podium. L'Américain Donovan Bazier a franchi en premier la ligne d'arrivée avec à la clé un record des mondiaux 1 minute 42 secondes 34. Il a été suivi du Bosniaque Amel Tuka qui a complété le podium avec Ferguson Cheruiyot-Rotich. Cela a été un long voyage depuis que j'ai commencé à courir vers le podium. C'est mon premier championnat du monde et j'ai réussi à décrocher une médaille de bronze, donc je suis très heureux. Ce n'était pas aussi confortable que ça en avait l'air. J'étais vraiment en train de creuser l'écart et je sais que quelque chose de spécial allait se passer. Dépasser Vasquez pour le 2,50 restant, je pense qu'il a fallu beaucoup de force mentale. Au mondial de rugby, la Nouvelle-Zélande a écrasé le Canada. Les All Blacks ont été sans pitié devant les Canadiens pulvérisés 63-0. C'est le plus large succès depuis le début du mondial au Japon. Les Néo-Zélandais, double tenants du titre, sont presque assurés de terminer en tête de la poule B. Depuis leur succès sur les Springboks sud-africains, ils affronteront la Namibie dimanche. Les Canadiens vont eux enchaîner contre l'autre gros calibre de la poule B, l'Afrique du Sud, avant de terminer leur mondial face à la Namibie le 13 octobre. De son côté, la France a décroché un succès bonifié mais laborieux sur les États-Unis battus 33-9, confortant ses chances ainsi d'accéder au quart. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba et à demain donc. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, a entrepris un programme de formation de 60 000 seigneurs pour pallier l'actuelle pénurie de ces récolteurs de la sève de l'Évia. Dans cet esprit, des camps de formation sont mis en place pour éduquer les aspirants producteurs de caoutchouc aux nouvelles techniques de cette pratique agricole. C'est un récit de Blanche Sanou. Le village d'Abiou-Travo, dans la localité de Sikensi, au nord-ouest d'Abidjan, abrite la première école des seigneurs dont les stagiaires âgés de 18 à 40 ans sont venus des 4 coins du pays pour apprendre le métier. La formation se passe sur 40 jours ouvrables, pratiquement 2 mois. Et cette formation est basée sur 2 aspects. Donc, si on peut dire ainsi, c'est l'initiation. Les agriculteurs sont bien conscients de la nécessité de garantir la présence continue d'une main-d'œuvre bien formée. Leur nombre insuffisant pourrait compromettre l'ambition de la Côte d'Ivoire de hisser sa production de 624 000 tonnes en 2018 à plus d'1 million de tonnes en 2020. C'est ça notre challenge. Il faut que nous les formions dans les 3 ans qui viennent pour qu'au fur et à mesure que les parcelles vont rentrer à l'âge de rapporter de l'argent, les planteurs ne souffrent pas parce qu'il n'y a pas en face les seigneurs qu'il faut pour mettre à la récolte de leur plantation.
Même si les cours mondiaux de l'EVA ont chuté, le métier de seigneur reste bien payé. Un professionnel qualifié peut toucher jusqu'à 200 000 francs CFA par mois, un très bon salaire dans le monde rural ivoirien. Quand les gens saignent, ils gagnent un peu d'argent. Moi aussi, je vais faire pour aider mon mari aussi. Le caoutchouc ivoirien est reconnu pour sa qualité sur le marché international. Des associations de producteurs de l'EVA espèrent donc un appui de l'État pour restructurer le secteur via une exonération fiscale, estimant qu'il permet de lutter contre le chômage et la pauvreté dans le monde rural, freinant ainsi l'exode vers les villes. À travers sa petite entreprise dénommée Bet Mama, Awatif Baroud transforme des matières comme le beurre de karité ou l'aloe vera en produits cosmétiques dans le but de promouvoir la beauté naturelle, l'utilisation des produits bio made in Tchad et la lutte contre l'emploi des produits chimiques. C'est un reportage de Nesta Yamgoto. C'est dans cette arrière-boutique transformée en laboratoire pour la circonstance qu'Awatif Baroud fabrique ses cosmétiques. Sur la table ce matin, de l'aloe vera, du beurre du karité, de feuilles de moringa, des matières naturelles pour obtenir à la fin de la pommade, du gel ou du gommage. C'est pour soigner les cheveux et les peaux des femmes qu'elles ont utilisé par exemple les produits à base de produits chimiques et ça a abîmé leur peau et leurs cheveux. Avec mes produits à base de plantes, ça soigne en même temps et ça embellit. Awatif Baroud a ouvert sa propre boutique il y a 4 ans, après avoir tourné le dos à une carrière chez le pétrolier, Esso. Avec le temps, elle n'a cessé d'améliorer ses recettes familiales, héritées de sa mère, et mis des années avant de cerner le secret définitif de ses cosmétiques. À la quarantaine, il faut consommer naturel. Et amener la population de consommer local. Qu'ils apprennent que nos produits sont de bonne qualité et que les produits sont naturels et c'est une fierté pour nous. Et puis ça réduit la pauvreté. Aujourd'hui, si on peut fabriquer local et consommer local, ça réduit la pauvreté au Tchad. Ambitieuse, Awatif Baroud veut conquérir le marché national et international pour promouvoir l'utilisation de cosmétiques naturels et offrir au continent des produits 100% made in Tchad. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Un clin d'œil à Évasion TV en Guinée, la Guinée qui célèbre ce mercredi son indépendance. Demain est un autre jour. Bonsoir.